Nous sommes de retour dans cette édition du live de TV Finance du 15 septembre 2022 et désormais il est temps de recevoir sur notre plateau le très célèbre Marc Toiti. Bonjour Marc. Bonjour Louis-Antoine. Bonjour, merci. Nous aussi, ravis. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation Marc. Je rappelle Marc que vous êtes président fondateur du cabinet AC Défi et avec vous on va évoquer dans un premier temps la sortie de votre dernier livre, Reset 2, qui est à la fois un livre vivant et surtout, vous me l'annoncez là juste avant de vous interviewer, que c'est qui est premier, il est classé premier des essais économiques sur Amazon, donc bravo, félicitations. Oui, merci beaucoup, ça fait plaisir, j'espère que ça va durer bien sûr. Écoutez, il n'y a pas de raison. C'est très sympa, merci à la fidélité de toutes et tous, parce que c'est vrai que c'est important, et puis surtout, bon, je pense que j'essaye de dire la vérité, c'est ça le plus important, on a besoin de vérité aujourd'hui. D'ailleurs, j'ai dédié ce livre à celles et ceux qui recherchent la vérité, parce qu'on a besoin de cette vérité économique, non pas pour faire peur, mais justement pour alerter, pour prévenir et pour réagir en conséquence. Une vérité économique qui va en plus pouvoir se décortiquer sur le temps, puisque vous appelez, c'est un livre vivant. Qu'est-ce que vous entendez par livre vivant? Voilà, tout à fait, c'est un livre vivant, c'est-à-dire comme moi j'appelle toujours à faire de l'innovation, là j'ai innové dans le livre, alors vous dire comment on fait, c'est très simple. Donc pour étayer mon discours, parce que c'est pas qu'un discours d'économiste, donc j'ai apporté des graphiques évidemment dans ce livre, comme d'habitude j'ai envie de dire. Et alors souvent on me dit oui mais enfin les graphiques qui sont datés, c'est vrai. Donc l'avantage c'est qu'on a une application, tout est expliqué dans le livre, sur le smartphone, sur l'ordinateur, on clique sur les graphiques et hop, tous les graphiques sont mis à jour pendant 2 ans. Donc celui qui achète le livre, il aura le livre mis à jour pendant 2 ans, donc notamment les graphiques et également des textes. Un exemple par exemple, donc on a eu entre-temps, depuis que j'ai fini le livre, il y a eu la crise de Taïwan. J'ai rajouté donc un article, un texte qui s'ajoute effectivement au livre. Donc voilà, le livre évolue avec le temps, le livre est vivant. Et pareil sur les graphiques, quand j'ai fait le livre, il y avait un déficit extérieur français, on était autour des 110 milliards d'euros. Là on est à 130 milliards. Donc si vous cliquez, vous avez le graphique mis à jour et en couleur. Le graphique en couleur. Et donc, en couleur. Voilà. Encore faut-il avoir un téléphone portable ou un ordinateur. Ils sont tous en couleur quand même. Vous savez. Quand même. C'est très bien, effectivement, c'est hyper important pour une matière comme l'économie où l'empirisme, l'étude, l'analyse empirique a énormément de sens et avoir votre œil à travers ces analyses, c'est effectivement hyper novateur et très intelligent. Bravo. Merci, c'est gentil, merci beaucoup. On va démarrer sur votre livre, un livre plein d'amertume mais plein d'espoir par ailleurs. Oui. Vous dressez un constat sans équivoque sur ce qui nous attend, vous parlez de conséquences, vous dites que les conséquences seront douloureuses. Avant de rentrer dans le détail de ces conséquences, Marc, un reset en économie, c'est quoi exactement? Alors en fait, on a eu, je dirais, un premier reset, c'était mon livre d'avant justement, sur la pandémie. Donc là c'était vraiment, c'était une catastrophe, c'était même la fin du monde. Donc en septembre 2020, je suis sorti donc Reset, quel nouveau monde pour demain. Finalement on s'en est sorti donc heureusement, sauf que malheureusement, c'est comme quand on a pareil, on appuie sur le bouton Reset quand il marche mal, mais là c'est pire qu'avant. Donc d'où l'importance d'un deuxième Reset, c'est-à-dire dans la mesure où effectivement, ce premier Reset a généré encore une puissance encore plus forte de la Chine, une inflation qui a évidemment galopé, qui n'est pas liée uniquement à la guerre en Ukraine, qui est d'abord liée aux erreurs de stratégie, de politique économique, que ce soit la politique budgétaire ou monétaire. On a créé trop de demandes par rapport à l'offre, donc c'est la règle de base de l'économie. Si la demande est supérieure à l'offre, les prix effectivement ont tendance à augmenter. Donc ça, c'est toutes les erreurs du reset, il y en a du premier reset, donc d'où l'important de faire un reset 2, donc ce qui est en train de se faire aujourd'hui, donc bienvenue dans le monde d'après, où malheureusement il faut s'habituer au retour, on va dire, à la normalité. C'est-à-dire que pendant la pandémie, on a fait ce qu'on appelle l'argent magique, la planche à billets, etc. Tout ça maintenant c'est en train de s'arrêter. Alors malheureusement, on a encore vu hier, on va en parler, la décision du gouvernement, on continue le quoi qu'il en coûte, sauf que pendant la pandémie, le quoi qu'il en coûte, il coûtait rien, puisque c'était financé par la Banque Centrale Européenne. Donc on avait des taux d'intérêt de la dette publique autour des 0%, même parfois négatifs. Parfois négatif. Exactement. Là la différence c'est que ça y est, comme la planche à billets ne peut plus continuer, la BCE en maintient encore un petit peu, mais elle ne peut pas faire comme avant, sinon l'inflation est déjà énorme, elle va encore exploser, puis surtout elle perd en crédibilité, cette Banque Centrale Européenne. Donc à partir de là, on a la réalité des prix, j'ai envie de dire, et donc les taux d'intérêt des obligations d'État sont en train d'augmenter. On était donc en négatif il y a quelques mois, là on est à 2,3%, et je pense qu'on ira même à 4% sur le taux d'intérêt à 10 ans. Sur le taux d'intérêt français à 10 ans, bien sûr. En Grèce, en Italie, on est déjà à 4%. Ça va avoir des conséquences dramatiques sur l'économie réelle. Le problème, c'est qu'on a déjà des conséquences sur le budget de l'État. C'est-à-dire que quand le taux d'intérêt augmente de 1 point, ça coûte 40 milliards d'euros sur 10 ans. C'est vrai, mais ça fait quand même, je dirais, une facture assez lourde. Là, si on prend juste l'augmentation des taux d'intérêt qu'on a depuis 1 an, ça fait un coût d'environ 100 milliards d'euros. 10 milliards d'euros par an. Voyez. Donc évidemment, on se rend bien compte qu'on prend des risques énormes. Et surtout, vous l'avez bien dit, le risque le plus important, c'est pour les entreprises, pour les ménages, pour les marchés boursiers également. Parce que si les taux d'intérêt augmentent, évidemment, il y a des risques de crack, de correction, entre guillemets, de toutes ces bulles, parce qu'ils se sont accumulées avec le coronavirus. Donc c'est l'important du Reset 2, mais ça reste un livre effectivement quand même optimiste. Oui, c'est ça.
il y a un bandeau, le pire n'est jamais certain, nous pouvons encore l'éviter. Et c'est vrai qu'à la fin du livre, je ne voulais pas terminer sur une note trop pessimiste, trop inquiète, donc j'ai fait une fin alternative. Vous savez, comme dans les films américains, il y a deux films, et deux fins surtout, dont on dit, voilà, soit on choisit le courage, et effectivement on sauve la zone euro, on sauve la France, etc. Et donc on s'en sort, soit on continue la fuite en avant, et malheureusement, ça sera la fin de la zone euro, et on aura de vraies difficultés. Donc le choix est entre les mains de nos dirigeants. Mais a priori, ils ont fait le choix de la fin de l'abondance. Donc, est-ce que c'est courageux, justement, la fin de l'abondance? Non, alors déjà, vous savez, moi je viens des cités HLM d'Orly, je le dis à chaque fois, parce que c'est important de le rappeler, non pas que je vais faire du Zola, mais quand même pour dire qu'on peut s'en sortir. Maintenant, c'est peut-être plus dur, mais on peut s'en sortir. Et surtout, j'ai connu l'adversité, c'est-à-dire j'ai pas toujours eu une cravate et un costume. Donc, je veux dire par là, c'est que l'enjeu aujourd'hui, c'est que l'abondance n'a jamais existé depuis 40 ans. On n'a pas eu d'abondance. Peut-être certains, mais on ne peut pas dire pour les classes moyennes, les classes défavorisées qu'il y a eu de l'abondance. Quand on nous parle d'insouciance, attendez, on sort de 2 ans de pandémie, on nous a enfermés, bloqués, le pass sanitaire, etc. Bon, où était l'insouciance? Vous voyez, donc ça c'est un petit peu péjoratif, un petit peu pédant. Donc je pense qu'il faut faire attention à ce que disent nos dirigeants, parce qu'il y a des risques aujourd'hui de crise sociale. Et donc le vrai enjeu, c'est que bien sûr, il faut, encore une fois, la réalité. Le problème que nous avons aujourd'hui, c'est que nos dirigeants, depuis déjà des années, font du déni de réalité, que ce soit les dirigeants politiques ou également les dirigeants monétaires. Rappelez-vous, la Banque centrale européenne, il y a encore quelques mois, elle disait non, mais vous inquiétez pas, l'inflation, c'est pas grave, elle va s'arrêter, on a atteint un pic, ça va repartir à la baisse, c'est transitoire, ça sert à rien de monter les taux d'intérêt. C'est quand même incroyable. Vous voyez, alors qu'on voyait très bien, moi j'annonçais même ici même, il y a, vous vous souvenez, il y a plus d'un an, en 2021, que l'inflation allait augmenter, avant même la guerre en Ukraine, ce qui s'est produit. Si je l'ai vu, je ne suis pas devin. Les dirigeants politiques, les dirigeants monétaires le voient également, ils ont des économistes également. Le problème c'est que, évidemment, souvent les économistes, excusez-moi l'expression, passent la pommade, et donc c'est ce qui fait que globalement, ils ne disent pas la vérité, ou alors on ne veut pas l'entendre. C'est ça le drame. Et donc aujourd'hui, autant aux États-Unis, Jerome Powell a fait son mea culpa dès la fin 2021, en disant il s'est trompé, effectivement. Là, j'entends pas de mea culpa des dirigeants de la BCE, des dirigeants français, parce que n'oublions pas, la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui n'est que le fruit des erreurs stratégiques de nos dirigeants. Bien sûr sur la planche à billets, bien sûr sur l'inflation, bien sûr sur l'énergie par exemple. On nous dit aujourd'hui, on n'a pas assez d'énergie. Mais attendez, c'est quand même assez incroyable. Qui a décidé de réduire le parc nucléaire français? C'est les dirigeants politiques français, qui sont d'ailleurs encore au pouvoir aujourd'hui. Donc, tiens, on se réveille, oui, il y a la moitié du parc nucléaire français qui est à l'arrêt. Alors oui, il faut réactiver les réacteurs. Oui, le problème, c'est que, d'ailleurs, ça a coûté la place du PDG d'EDF, parce qu'il a dit qu'il n'avait pas la main-d'œuvre. On n'a pas, effectivement, je dirais, les ingénieurs, les ouvriers, les soudeurs, tout simplement, pour relancer ces réacteurs, et surtout qu'ils fonctionnent bien et qu'ils fonctionnent à plein régime. Ça, c'est encore une fois un choix stratégique. On nous parle de la désindustrialisation, on veut réindustrialiser, mais qui a pris cette décision? Là aussi, ça fait très longtemps, les dirigeants politiques français, en disant oui, on va avoir une économie française sans usine. Écoutez, moi je ne veux pas que la France devienne un grand Disneyland. J'aime beaucoup Disneyland, si vous voulez, mais le problème c'est que si la France ne tire son salut que du tourisme, c'est un peu limité quand même, vous voyez ce que je veux dire? Donc non, il faut être sérieux aujourd'hui, on a besoin d'innover, d'aller de l'avant, d'investir, et encore une fois, ce qui se passe sur les prix énergétiques, ce n'est que le produit des erreurs stratégiques de nos dirigeants depuis des années. Donc un monde moins exubérant, comme vous dites, c'est uniquement un monde sans quantitative easing, finalement sans monnaie magique, finalement, ou est-ce qu'il y a un peu une référence à l'excès, comment on pourrait dire, au consumérisme outrancier de nos modèles de société? Alors voilà, là il y a deux questions à la fois. C'est vrai qu'effectivement, on a d'abord, bien sûr, l'arrêt de cette planche à billets, de cet argent magique. Qui est nécessaire. Qui était nécessaire à l'époque, mais maintenant, justement, il faut l'arrêter. Il faut l'arrêter, bien entendu. Puis surtout, j'ai fait un chapitre justement sur l'échelle des valeurs est tombée. Ça a cassé l'échelle des valeurs. C'est-à-dire que, normalement, le travail, je dirais, est rémunéré par un revenu. Là, on avait l'impression que finalement, on pouvait rester chez soi et que le revenu tombait du ciel. Certains même gagnaient plus. Malheureusement, pendant le Vous pensez que ça s'est retrouvé au niveau étatique aussi également? Ça s'est retrouvé surtout au niveau psychologique, au niveau philosophique. Et donc c'est extrêmement dangereux. Vous voyez qu'aujourd'hui on a des personnes qui ne veulent plus revenir sur le marché du travail, même aux États-Unis. Il y a je cite dans le livre, il y a une étude de la Réserve fédérale de Saint-Louis, il y a à peu près 5 millions de personnes qui ont quitté le marché du travail américain et qui ne sont pas revenus. C'est quand même incroyable. En France, c'est un peu moins, mais comme on le sait, on a beaucoup d'aides, etc. Donc c'est ce qui fait qu'il y a beaucoup de populations qui ne veulent pas revenir sur le marché du travail. Et donc,
alors qu'on a des pénuries de main-d'œuvre. C'est ça le paradoxe. Donc il faut restaurer la valeur travail. Rappelez qu'effectivement, le revenu vient d'un travail, et également le travail, on se réalise dans le travail. Donc là, c'est extrêmement important. Donc ça, la fin de l'exubérance, de ce point de vue-là, la fin de l'exubérance également sur les marchés boursiers, les marchés obligataires, ou les crypto-monnaies, que j'ai souvent évoqué ici, mais donc voilà, on voit bien c'est en train de se dégonfler. Et encore une fois, on revient vers un juste prix, j'ai envie de dire. Et puis, alors au niveau du consumérisme, voilà, il faut faire attention quand même. C'est-à-dire que, de toute façon, vous savez, quand les prix augmentent trop, inévitablement, ça se termine par une récession. C'est-à-dire que les prix ont tellement augmenté qu'on ne peut plus consommer, donc la demande baisse, donc on a une récession, et après, les prix repartent à la baisse. Donc ça, de toute façon, il n'y a pas besoin de se rationner. Malheureusement, on va être rationné automatiquement à cause de l'augmentation des prix. Quant effectivement à ce problème de la décroissance, je suis d'accord, j'en parle, j'ai fait un chapitre sur justement sur le réchauffement climatique, etc., toute la théorie de la décroissance. Ok, pourquoi pas. Le problème, c'est que c'est sûr que la Terre est ronde, donc on ne peut pas faire de la croissance infinie dans un monde fini. Donc la difficulté, on nous dit, bon, maintenant on va faire de la décroissance. Sauf qu'il y a un problème, c'est que tous les pays qu'on appelle émergents, voire les pays pauvres, eux, on va leur dire, non, vous n'avez pas le droit de vous développer. Oui, c'est-à-dire la décroissance, c'est un luxe de riches, entre guillemets. Mais pour les pays en développement, on va leur dire, non, vous n'avez pas le droit. C'est intenable. Même pour nous, si on fait de la décroissance dans les pays développés, à ce moment-là, il va y avoir du chômage. Ouais, il va y avoir une période pendant laquelle, effectivement, il va falloir un temps nécessaire de formation, des nouvelles. Oui, il va y avoir une crise sociétale. Oui, je faisais hier. C'est inévitable, cette crise sociétale. C'est inévitable. Cette crise de société sociale. Moi, ce qui me gêne, c'est le décalage entre la réalité du terrain, les citoyens français, et encore une fois, et puis nos élites. Voilà. Hier, je faisais un débat, enfin une émission sur BFM TV, et il y a quelqu'un qui disait, oui, bon, alors, maintenant, il faut prendre le vélo. Ah oui, d'accord, il faut prendre le vélo, mais comment ça c'est parce que vous voyez, c'est un problème de citadin. Ouais, c'est ça, c'est pour aller d'un arrondissement. Mais quand on habite dans les campagnes ou ailleurs, on va prendre le vélo pour faire 200 km. Vous voyez, c'est pas sérieux. Donc le vrai enjeu, bien sûr, il faut consommer différemment, mais surtout, il faut développer des nouvelles technologies de l'énergie, des nouvelles technologies de l'agroalimentaire, des nanotechnologies qui vont nous permettre effectivement de continuer de croître, mais en optimisant l'existant. C'est le seul moyen de faire de la croissance infinie dans un monde fini. Vous savez, quand on dit développement durable, il y a développement, vous voyez, il n'y a pas que durable. S'il n'y a pas de développement, il n'y a pas de durable. Donc c'est ça le vrai enjeu. Donc il y a aujourd'hui ce phénomène un petit peu où on fait de la croissance bashing. On dit, oh là là, c'est de la croissance, c'est pas bien, vous avez pris l'avion, ah c'est pas bien. Ok, il y a des problèmes. Mais justement, innovons, faisons l'avion à hydrogène. Vous voyez, aujourd'hui on se réveille en disant, ah bah tiens, on est très dépendant du gaz russe, on a un problème énergétique. Mais encore une fois, le premier choc pétrolier, c'était 1973. Vous voyez, qu'est-ce qu'on a fait depuis ? Donc c'est ça le problème. Pourtant l'innovation a un coût. Et dans un monde hyper inflationniste, est-ce que la transition écologique qui va coûter cher doit être... Et en plus elle est indispensable, du coup on va la faire, c'est rajouter une couche de désespoir, de difficulté en tout cas. Difficulté, moi j'ai envie de dire, d'ailleurs je le dis dans le livre, parce que si vous voulez, il y a deux inflations. Il y a l'inflation conjoncturelle qu'on vit aujourd'hui, donc quand la demande va baisser, l'inflation va repartir à la baisse, c'est inévitable. Mais par contre, vous l'avez bien dit, il y a l'inflation structurelle. Celle qui est liée justement à la transition énergétique, il va falloir rééquiper tous les logements, etc. Qui est liée également, on veut réindustrialiser, très bien, sauf que ça va coûter un petit peu plus cher. Donc vous voyez, c'est un prix à payer. Donc ça veut dire que malheureusement... Réindustrialiser, on veut relocaliser, enfin tout ça c'est... Et donc tout ça c'est inflationniste. Donc ça aussi, si vous voulez, il y a un vrai challenge, c'est ça aussi le monde d'après, c'est qu'en fait toute notre génération... Bon, je suis un peu plus vieux que vous, mais bon, on n'est pas à peine, voilà. Mais c'est vrai que toute notre génération, et donc même celle des dirigeants actuels, on ne sait pas ce que c'est une forte inflation. Mais justement, on va revenir là-dessus. Juste avant de vous entendre, vous parliez de paradoxe. Est-ce qu'aujourd'hui, finalement, on voit que, c'est une première quand même, que régulièrement le consensus des économistes est complètement, excusez-moi de l'expression, mais à la ramasse par rapport à la réalité du terrain. Aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a, je dirais, une sorte de nouveau paradigme dans l'économie actuelle. On a un découplage profond entre la croissance et l'emploi. La croissance est plutôt baissière actuellement et l'emploi aux États-Unis, on a 3,7% de chômage quand le plein emploi c'est 3,5%. Donc bon, c'est quand même assez hallucinant. On a des bourses, les marchés financiers qui résistent. On est quand même dans des périodes assez troubles où la visibilité à moyen long terme est quasiment nulle. Du coup, comment est-ce qu'on explique ce nouveau paradigme où finalement on a l'impression que ce déséquilibre profond de la structure macroéconomique, eh bien en fait, est devenu en réalité le nouvel équilibre macroéconomique. Voilà, c'est ça le problème. Mais enfin,
encore une fois, comme je dis souvent, rien de nouveau sous le soleil. C'est-à-dire que des fois, on a l'impression que c'est complètement nouveau, mais en fait, ça ne l'est pas. Et donc, bien sûr, on a des phases de bulles, par exemple, ça fait partie de la vie des marchés, mais régulièrement, d'ailleurs, c'était le Reset 2, ça se reconnecte quand même. Là, on a quand même moins de bulles qu'il y a encore quelques mois, tant mieux d'ailleurs. Et c'est pas grave un dégonflement de bulles, parce qu'après, ça peut redémarrer. Mais il faut repartir sur des bases plus saines. Il faut qu'on se reconnecte à la réalité économique. Alors, sur le marché du travail, il faut savoir que l'emploi est une variable retardée de l'activité. C'est la dernière qui va... Voilà, c'est-à-dire que d'abord, quand on a une amélioration économique, l'emploi s'améliore 6 mois après. Et inversement, lorsqu'on a une récession, l'emploi se détériore 6 mois après. Donc c'est vrai qu'aux États-Unis, c'est pas encore le cas, parce que justement, il y a cette grande démission, comme on l'appelle, où il manque de la main-d'œuvre. Une partie de la main-d'œuvre a disparu. Ça c'est quand même incroyable. Et donc justement, c'est nouveau tout ça. C'est complètement nouveau, bien entendu. C'est justement le monde d'après. Et alors, simplement, il faut savoir qu'il y a beaucoup, justement, notamment de jeunes, qui se sont dit, je peux gagner beaucoup plus sur les crypto-monnaies en faisant de la spéculation, etc., que toute une vie de travail. Bon, vu ce qui s'est en train de se passer dernièrement, et aujourd'hui encore, donc on revient également. Je pense que effectivement, ces personnes vont revenir sur le marché du travail progressivement, et donc on va se reconnecter là aussi. Donc ça va pas durer, mais c'est vrai qu'on a quand même un nouveau système, je dirais, de vie, mais encore une fois, moi ça m'inquiète. Quand je fais un chapitre sur les NFT, etc., bon, c'est quand même dangereux. C'est-à-dire que ce monde parallèle, encore une fois, c'est pas le vrai monde. Vous voyez, donc il faut juste qu'il y ait un monde parallèle pour s'amuser, ok, mais il ne faut pas croire que c'est le vrai monde. Sinon, alors là, c'est la fin de la société. Dernièrement, justement, je faisais un débat et quelqu'un me disait qu'un adepte des NFT, enfin du métaverse, etc. Et il me dit, non, mais c'est formidable, parce que grâce à ça, on va pouvoir voyager en restant chez soi. Oh, ça fait peur, ça me rappelle un film qui s'appelait Total Recall. Vous savez, on mettait des puces dans le cerveau pour faire croire que vous avez fait des choses que vous n'avez pas faites. Bon, c'est très dangereux. Il est horrible ce monde. Vous voyez, donc le monde, voilà, c'est les rencontres, c'est les échanges. Alors j'espère qu'on aura bientôt un avion à hydrogène ou qu'on a l'hélium 3 sur la Lune, qu'on va pouvoir effectivement capter de l'énergie. Voilà, ouais, c'est ça qui est... Moi j'aime bien la devise des chercheurs qui est « ils l'ont fait parce qu'ils ne savaient pas que c'était impossible ». Vous voyez, aujourd'hui on a l'impression qu'on est limité. C'est une sorte de monde malthusien. Vous savez, Malthus, c'était l'économiste qui disait « oui, il faut une bonne guerre de temps en temps, puis ça redémarre ». Vous voyez, bon, c'est horrible cette affaire. Vous voyez, donc non, il faut aujourd'hui avancer. Et de toute façon, vous savez, quand le niveau de développement s'améliore, après on voit que la natalité baisse. Donc peut-être qu'il n'y aura jamais 10 milliards d'êtres humains sur Terre, mais sans guerre d'ailleurs, sans faire la guerre, parce que simplement, on va mieux, je dirais, utiliser notre planète. Mais donc on comprend que les économistes sont perdus, certains, je veux dire, la communauté dans son entier. Je veux dire par là, je ne veux pas effectivement, entre guillemets, me défendre, mais c'est vrai que moi je suis le seul économiste en France depuis 25 ans que je fais ce métier. C'est pas ça, à faire le bilan de mes prévisions tous les ans. Je dis voilà, en début d'année, je dis voilà, il y a un an, mon équipe et moi on avait dit ça, là on a eu raison, là on a eu tort. Des fois, on a tort. Généralement, c'est vrai qu'on a plutôt des bonnes prévisions. Mais après, il peut se passer, voilà... Mais alors, dans ces cas-là, Marc, pourquoi parler de reset et pas de mise à jour ? Est-ce que c'est pas une mise à jour qui aurait dû être nécessaire ? Là, effectivement, c'est une très bonne question. Parce que moi, j'appelle justement de mes vœux. Donc, ça fait 25 ans que je fais ce métier. On dirait, ça fait commence à faire. Hein. Je vais être bientôt un vieux briscard, ça continue. Et c'est vrai que... Un sage. Voilà, je préfère ça, vous avez raison. Et donc, on a vu effectivement tous ces... j'ai rencontré tous ces dirigeants politiques français, notamment français, mais depuis plus de 20 ans. Et c'est vrai que j'ai pas arrêté de leur dire qu'il faut faire une mise à jour, il faut améliorer le système, pour éviter justement d'avoir un reset, que ça soit trop douloureux. Parce qu'on aurait pu la voir venir cette inflation quand même. Moi, je me souviens avoir entendu parler pour la première fois de relocalisation il y a 15 ans, 16 ans. Mais non, mais si vous voulez, exactement, c'est-à-dire il y a plus de 20 ans qu'on sait ce qu'il faut faire. Et je me rappelle très bien, moi je vais pas donner l'exemple, que quand je dis aux dirigeants, on avait 52% de PIB de dépenses publiques, il faut baisser à 50, ah non, ça va être moi je veux la paix sociale, me disait le président en question à l'époque. Ouais, sauf que voilà, maintenant on est à 60%, et 120% de dette publique. Vous voyez, et la paix sociale, elle est toujours en danger. Vous voyez, n'oublions pas qu'on a les dépenses sociales en France, c'est 32% de notre PIB. Elle est plus en danger aujourd'hui, la paix sociale, vous pensez ? Ah ben bien sûr. Mais le paradoxe, c'est que, si vous voulez, les dépenses sociales, c'est 32% de notre PIB. La moyenne des pays de l'OCDE, c'est 20%. C'est bien, donc on a de la chance finalement. C'est ça. Moi, j'arrête pas de le dire. On a une chance incroyable de vivre en France. Moi qui voyage beaucoup, je peux vous dire que quand on est en France, on a une chance incroyable. On n'en est pas conscient, parce que justement, malgré ces aides, malgré ces soutiens, on a l'impression qu'il peut y avoir une crise sociale ou sociétale demain. Tout ça parce qu'on ne dit pas les choses. On fait du déni de réalité. Et surtout, malheureusement, on n'a pas assez de culture économique. Il y a Téléfinance qui fait ce travail, heureusement, mais malheureusement, quelques médias à le faire. Mais malheureusement, ça ne suffit pas. Mais
ça va avancer. Moi, je reste optimiste, c'est pour ça que je fais ces livres, et que soit quand effectivement je vois que mes livres sont des succès de vente, je suis content parce que je me dis, voilà, la parole économique. Ouais, vous évangélisez en fait d'une certaine façon, et c'est nécessaire. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'économistes qui ont fait du sale boulot, est-ce que je ne vais pas donner de nom ni rien, mais justement du suivisme, etc., où globalement on a obéi à certains ordres, etc. La démagogie économique. C'est pas bien. Il faut être sur le terrain, il faut dire la vérité. Et sachez que des fois, je me fais des ennemis, c'est sûr, mais c'est pas grave. On dit la vérité et à partir de là, on s'en sortira. On sortira de cette crise par le haut, c'est inévitable. C'est inévitable. On marque une courte pause et on vous retrouve dans un instant. Marc, à tout de suite sur TV Finance.